pas le cas. Il est 8h21. Cette question, évidemment, autour de Johnny Hallyday. Que va devenir l'héritage? Et en filigrane de cette première question, est-ce perdu pour Laura et David? Deux invités en plateau pour en parler dans Focus Première ce matin. Aurélie Tuégaz, avocate spécialisée en droit de succession. Bonjour et merci d'être avec nous, maître. Face à vous, Éric Jean-Jean, animateur, producteur à RTL et RTL2. Bonjour Éric, bonjour. Merci d'être là. Cette lettre hier soir, ce communiqué de Laetitia Hallyday à l'agence France Presse, communiqué lapidaire, dans lequel elle dit son écœurement face à l'irruption médiatique autour de la succession de son époux. Première question peut-être à Éric. Ce communiqué, il dit quoi de la relation entre Laetitia et les enfants à aujourd'hui? Alors d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, la manière de communiquer ressemble assez bien à la personnalité de chacun. David est un taiseux, donc il communique par son avocat de manière très discrète. Laura, on le sait, elle est très expansive, c'est une artiste, elle communique en faisant cette lettre. Quant à Laetitia, elle est prudente, et donc voilà. Pour ce qui est des relations, on savait que Laetitia essayait de protéger Johnny au maximum de sa face sombre, qu'elle pouvait imaginer être représentée par ce que pouvait faire Laura et ses différentes phrases. Mais ça veut dire quoi, protéger? Ça veut dire qu'elle empêchait Laura de voir son père? Parce que quand on lit ce qu'écrit Laura Hallyday hier matin, je devais me cacher pour appeler mon père. C'est vrai ou c'est faux, ça? Je peux pas vous dire, j'étais pas dans l'intimité du couple, c'est difficile de répondre à cette question. C'est en tout cas ce que dit Laura, mais ce qu'on sait, voilà, c'est que en effet, elle essayait de protéger Johnny de tout ce qui pouvait le ramener à un passé et à une face obscure de sa personnalité, qui pouvait être, je vous le disais, symbolisée par parfois les phrases qu'a pu avoir Laura. Donc peut-être en effet qu'il y avait tension entre les femmes, ça c'est sûr en tout cas. Ce qui est intéressant dans le communiqué quand même de son épouse cette nuit à Los Angeles, c'est que sur le fond, elle ne dit rien. Elle conteste la forme qu'a décidé de prendre à la fois David et Laura. Mais sur le fond, elle ne dit rien. Non, parce que je suppose qu'elle va laisser la justice faire son travail. Parce qu'à partir de maintenant, ça va être une longue affaire de justice. Le Parisien, Aurélie Tuégaz, écrit qu'il y a eu, alors on ne sait pas, on a parlé de 4 testaments, peut-être moins que ça, 1 ou 2. L'un rédigé à la fin des années 2000 qui partage le patrimoine avec toute la famille, et un autre plus récent, 2014. Première question toute simple, est-ce que lorsqu'il y a plusieurs testaments, le dernier efface les premiers? Tout dépend si ce testament est valable. Comment un testament peut ne pas être valable? Si on arrive à prouver que le défunt était par exemple sénile au moment où il a rédigé le testament, enfin il y a plusieurs possibilités. Mais par exemple, j'écris avec mon stylo un testament que je donne à mon épouse. Est-ce que ce testament est valable s'il n'est pas déposé chez un notaire? C'est tout à fait possible, oui. C'est possible. Oui. Ce document peut faire foi, même s'il n'est pas authentifié, même si on ne sait pas dans quelles circonstances il a été signé. Il faut après ça, c'est des différents éléments qui peuvent permettre de le remettre en cause. Mais le problème, en fait, ici, le principal problème, parce que je ne pense pas que ce soit le problème dans l'affaire Johnny Hallyday, ça va être vraiment de savoir quelle est la loi applicable. Parce que si la loi française est applicable, disons que ça serait beaucoup mieux pour Laura. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit la loi française qui s'applique? Qu'est-ce qui pourrait faire que la loi française s'applique? En fait, il y a un règlement européen de 2012 qui est entré en vigueur en 2015 qui dit que la loi qui s'applique en cas de succession internationale, c'est la loi du dernier domicile habituel du défunt. Pour un globe-trotteur comme Johnny Hallyday, c'est pas ça va être compliqué. Eh ben, exactement. Donc ça va vraiment être toute la problématique. Et donc si c'était la loi française qui s'appliquait, ça va être protecteur pour Laura Smet et David Hallyday parce qu'il y a ce qu'on appelle en France la réserve héréditaire qui permet en fait, le patrimoine du défunt est divisé en deux. Ce qu'on appelle d'un côté la réserve héréditaire, c'est une part qui est réservée aux enfants et de l'autre la quotité disponible que l'on peut, dont le défunt peut disposer librement. Donc, et la part de la réserve, elle est variable en fonction du nombre d'enfants. Donc si la loi française est applicable, par le biais d'une action en réduction de succession, les enfants lésés, les héritiers lésés vont pouvoir récupérer une partie du patrimoine. Éric, est-ce que c'est courant ce genre de différend au sein d'une même famille, quand il s'agit en plus de familles recomposées, alors, chez les artistes? Pour les rockstars ou pour les stars de la musique, il y a deux cas de figure. Il y a les cas où c'est très organisé. Par exemple, Michael Jackson, c'est très organisé, 40% pour ses enfants, 40% pour sa mère, 20% à loi américaine. Voilà. Elvis Presley, pareil, tout pour Lisa Marie. Priscilla a fait fructifier l'histoire. Après, il y a des histoires un peu rocambolesques. Les plus célèbres étant celles, on va dire, de James Brown
de Bob Marley ou de Jimi Hendrix. James Brown, quand il meurt, il a fait un testament en 2000, mais il a eu une autre femme après. Du coup, les enfants de James Brown vont foutre dehors de la maison dans laquelle elle vivait avec un enfant de James Brown, dont il va falloir un test ADN pour prouver qu'il est l'enfant. Enfin bref, une histoire rocambolesque, mais à la fin, la dernière femme de James Brown et son dernier enfant, James Brown Jr., vont réussir à avoir leur part d'héritage. Il y a l'histoire de Bob Marley aussi. Alors celle, c'est la plus rigolote, oui, la plus rocambolesque. C'est-à-dire que Rita Marley, la femme de Bob Marley, doit avoir à peu près 10% de la fortune. Ça, c'est la loi jamaïcaine. Donc elle les a. Puis au bout d'un moment, elle se rend compte que peut-être en falsifiant des papiers, ce qu'elle va faire avec un manager véreux, qui est un ancien manager de Bob Marley, elle peut récupérer 98%. Ouais. Ouf. Sauf qu'évidemment, ça va être dénoncé par le manager véreux et qu'elle va se fâcher et elle va plus rien avoir. Et puis, voilà, la plus sordide étant des années de procédure pour Jimi Hendrix, qui va voir déposséder son père, son frère, pour une demi-sœur qu'il connaissait à peine. On a donc compris que la procédure sera très longue. Une toute dernière question, vous allez répondre très rapidement. Si pendant ce laps de temps, avant que le différend soit tranché, Laetitia décide de vendre les biens, c'est possible ça? Ou est-ce que tout est bloqué là? Elle ne pourra pas. De toute façon, après, ça sera remis en question. Enfin, si la succession est remise en question, non. Donc là, plus rien ne doit être touché. Merci à tous les deux.